Laurana et Nakoto et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service pour parler aujourd'hui du postpartum. Un sujet encore trop souvent mal compris et pourtant vécu par des milliers de femmes chaque année. Cette période qui suit l'accouchement peut être magique, bouleversante et parfois très difficile. Heureusement, ici aussi, des professionnels et des structures se mobilisent pour offrir écoute, soutien et accompagnement aux nouvelles mamans. Parlons-en avec nos invités. Pauline Vivier, sage-femme de la maison de naissance Tumura Yarana. Yorana. Morgan Even, donc pédopsychiatre Yarana. Yorana. Beverly Sukne Yarana. Yorana. Donc toi tu es doula. Et Loana Wong, maman de 2 enfants Yarana. Yorana. Je me tourne vers toi, Pauline, pour la première question, le postpartum. Excuse-moi, je suis un homme, je ne sais pas ce que c'est le postpartum. Tu peux nous l'expliquer? On t'excuse. Alors, le postpartum, d'un point de vue médical, c'est défini par la période qui suit un accouchement de 6 à 8 semaines après l'accouchement. Donc, techniquement, c'est l'après-naissance. Voilà. D'accord. C'est un terme donc pour appeler pour nommer l'après-naissance, à ne pas confondre avec la dépression postpartum. Exactement. La dépression du postpartum, c'est plus une pathologie, une maladie plutôt psychologique. D'accord, on en parlera en fin d'émission. Pour l'instant, Loana, toi, tu es passée justement par le postpartum par 2 fois, c'est ça? C'est exact. Comment ça s'est passé ta première fois, donc le jour où tu as eu ton premier enfant? Alors, mon premier postpartum s'est déroulé un peu comme ce qui avait été prévu, prévenu, conseillé par les sages-femmes. Donc, il y a eu des petites périodes de baisse de régime, notamment le baby blues aussi qui est passé par là. Et ensuite, la reprise du travail, ça a aussi fait partie de ce postpartum-là parce qu'il y a eu beaucoup de réorganisation autour de mon travail, de ma vie en général. Et c'est aussi, on dit souvent que le postpartum dure 6 à 8 semaines, mais selon les femmes, ça va beaucoup varier. Donc, ça peut aller à 1 an, 2 ans, voire plus. Personnellement, je pense que mon premier postpartum s'est terminé quand ma deuxième grossesse a commencé, c'est-à-dire 2 ans et demi après. Et là, dans mon deuxième postpartum, je pense que j'ai été un peu mieux préparée, mieux accompagnée aussi par l'expérience dans ce deuxième postpartum-là. Donc Beverly, toi tu es doula, concrètement tu accompagnes les mamans donc pendant le postpartum et là on a entendu beaucoup de symptômes, beaucoup de choses qui se déroulent. C'est ça les symptômes principaux d'un postpartum? Tu peux nous décrire un postpartum comme est censé le vivre entre guillemets les femmes? Alors, il n'y a pas de manière sensée à vivre un postpartum, hein. C'est vraiment une période de changement pour les 2 parents, surtout pour la maman qui a accouché, donc. Et il y a plein de facteurs à prendre en compte. La rencontre avec son bébé qu'on a attendu 10 mois, le rôle des parents qui change, sa place en tant que femme, en tant que maman, que partenaire. Effectivement, il peut y avoir des moments où les émotions sont un peu chamboulées avec les hormones. L'inconnu aussi, on doit faire tout plein de choses qu'on n'a pas eu l'habitude de faire, dans le cas d'une première grossesse en tout cas. Et du coup, voilà, c'est ça un peu, je pense, le challenge de cette période. Oui, finalement, moi j'ai parlé de symptômes comme si c'était une maladie, mais oui, c'est juste un vécu c'est finalement. C'est vraiment une période moi j'aime bien dire une période de grands changements et qu'on doit un peu apprivoiser sous toutes ses formes. Changement corporel, changement émotionnel. Il y a des fois une remise en question de qui on est, donc changement identitaire. Et puis voilà, les relations avec son conjoint, ses amis, etc. Justement, Morgane, comment est-ce que ça change toutes ces émotions? C'est principalement lié aux hormones ou à ce changement de vie, le fait d'avoir un nouvel enfant? Eh ben les deux, en fait, parce que les hormones, la perturbation des hormones, ça va effectivement changer les émotions. Ça c'est sûr, mais surtout c'est la rencontre avec le bébé, le changement de statut dans la société, le fait de passer de femme à maman, de conjointe à mère de l'enfant, c'est tout ça, même vis-à-vis de ses propres parents, de passer de enfant à parent.
C'est tous ces changements-là qui vont créer des émotions inconnues et qui vont, de fait, à cause des hormones qui sont perturbées, être plus difficiles à gérer qu'à un autre moment de la vie. Alors, Loana, elle nous disait, elle parlait de baby blues. C'est pas la même chose que la dépression postpartum. Alors, le baby blues, c'est pas une maladie. Le baby blues, on passe normalement toutes par là. C'est lié aux changements hormonaux qui se passent juste après l'accouchement. Donc, dans les tout premiers jours qui suivent l'accouchement, ça peut être des crises de larmes, l'impression qu'on va pas y arriver, que c'est difficile, d'avoir des petites angoisses, mais c'est tout à fait normal et pas du tout inquiétant. Alors que la dépression, c'est une vraie maladie, c'est fréquent parce que c'est quand même normalement 15 à 20% des mamans qui sont touchées par la dépression postpartum. Qui vivent une dépression du postpartum. Ça peut arriver dans les 6 premiers mois qui suivent l'accouchement. Et là, par contre, c'est vraiment des symptômes de maladie. Donc, il y a vraiment une souffrance psychique qu'on n'a pas normalement dans le baby blues. Loana, c'était une peur, une anticipation de ta part d'avoir peur de la dépression postpartum? C'est vrai qu'avant d'accoucher, j'ai beaucoup lu par rapport à ça. Et je me suis dit, bon, même si je peux être aussi préparée qu'il faut, aussi au courant, ça peut me tomber dessus à n'importe quel moment. Donc, j'étais assez consciente de ça. Mais même tu as beau avoir lu des choses, vu des vidéos, etc. Quand ça te tombe dessus, tu t'en rends pas forcément compte. Donc il y a éventuellement des épisodes que moi j'ai dû avoir, je sais pas si c'est de la dépression ou du baby blues, mais c'est vrai que quand on parle de transformation, c'est vraiment une renaissance en fait. C'est-à-dire que quand j'ai accouché, les 2 fois, je suis morte 2 fois, j'ai revécu 2 fois et à chaque fois, c'est de réapprendre à se connaître, réapprendre son corps parce que tout a changé. Surtout si tu te mets à allaiter, il y a toutes tes hormones qui se chamboulent et tu t'attends pas en fait à avoir autant à gérer. Même quand tu es enceinte, que tu as le temps de prendre conscience de tout ça, en fait, quand ça arrive, tu es comme emporté par la vague et puis tu as juste le temps d'apprendre à surfer ou même à sortir la tête de l'eau parfois, quoi. Et justement, tu nous parlais de ces changements physiques. Je me tourne vers toi, Pauline. Quand on parle accouchement, on parle très souvent du périnée. Alors, ce périnée, c'est aussi chez les hommes, mais là, en l'occurrence, il faut rééduquer le périnée de ces mesdames. C'est-à-dire? Qu'est-ce que c'est la rééducation du périnée? Oui. C'est ça ta question? Alors la rééducation du périnée, c'est réapprendre donc au périnée. Le périnée, c'est un ensemble de muscles qui se trouvent dans le bassin, le petit bassin, et réapprendre à se recontracter, à se tonifier, parce que oui, après un accouchement, certaines femmes récupèrent très bien et d'autres ont des problèmes, par exemple de fuite urinaire, de descente d'organes ou même des problèmes au niveau de la sexualité. Donc c'est vraiment toute une période qui va changer le corps des femmes et beaucoup d'aspects de la vie du couple et des femmes, ouais. Comme je le disais précédemment, donc le périnée, c'est aussi un muscle qu'il y a chez les hommes, mais du coup, comment est-ce qu'on rééduque le périnée? Il y a des exercices particuliers ou ça se passe comment? On fait des exercices, c'est exactement ça, comme on peut aller à la salle de sport soulever des haltères. Bon, là, on ne soulève pas des haltères, mais on fait des exercices de contraction, décontraction du périnée de différentes manières qui existent, ouais. Alors, j'ai, en faisant mes recherches, puisque le postpartum, c'est quelque chose que je ne pourrais pas forcément vivre en tant qu'homme, mais j'ai vu aussi des descentes d'organes. Qu'est-ce que c'est que ça? Les descentes d'organes, en fait, c'est les organes du petit bassin. Donc, il y a l'utérus, la vessie, le rectum, qui peuvent donc descendre, ne plus être soutenus par le périnée et descendre, voire même sortir du corps dans les pires cas qui existent, ouais. Donc, important de se rééduquer le périnée. Très important. Très important. Loana, je te voyais réagir et sourire. Tu t'es sentie mieux préparée pour ton deuxième enfant, justement? Oui, dans l'ensemble, parce que justement, après avoir vécu un premier accouchement, une première grossesse, j'ai fini par comprendre mes besoins, en fait. Parce qu'au début, tu te dis, ok, peut-être ça, peut-être ça. Et au final, non, ça m'a vraiment appris à me connaître moi-même. Et d'ailleurs, j'ai ma sœur une fois qui m'avait posé la question, quelles sont les choses que tu ne voudrais plus refaire
pour ta deuxième grossesse, ton deuxième postpartum. Et ça m'a vraiment aidé à bien travailler, bien me préparer en fait sur les choses dont j'avais besoin, c'est-à-dire être mieux entourée, plus souvent, avoir plus de contacts, de social, etc. Pour d'autres femmes, ça va être autre chose, mais pour moi, franchement, c'était vraiment cet entourage, cette communauté autour de moi, de ne pas me sentir seule au final. Qui a été le plus important. Morgane, l'aspect psychologique, c'est très important quand il y a une naissance. C'est pas forcément que un moment magique, comme je le disais en début d'émission, ça peut être très bouleversant et c'est pour ça qu'il faut le surveiller. Alors, surveiller, je sais pas, mais oui, c'est magique, oui, d'avoir un bébé. La rencontre avec un bébé, elle est souvent assez magique, surtout la première fois. Après, c'est pas facile. L'accouchement, c'est douloureux, c'est perturbant, c'est fatigant. Donc oui, c'est pas magique et ça doit pas, c'est pas forcément facile pour tout le monde. La rencontre avec le bébé, elle est pas forcément facile, surtout si le bébé il va pas forcément bien les toutes premières heures. La rencontre peut être un peu perturbée. La maman, elle est pas forcément très en forme pour rencontrer son bébé, donc c'est pas toujours magique. Donc on parle plus d'accompagnement que de surveillance réellement. Et comment est-ce qu'on fait pour accompagner si par exemple on fait partie de la famille? C'est juste être là pour la maman en particulier? C'est déjà pas mal. Tu disais tout à l'heure que tu vivrais probablement pas de postpartum. Non, un papa, il vit aussi le postpartum et il a aussi plein de perturbations. Devenir papa, c'est comme devenir maman. Certes, il accouche pas, mais les changements psychiques sont les mêmes. Et ça tombe bien puisque ça nous permet une transition parfaite avec toi, Beverly. Est-ce que tu interviens aussi auprès des papas? Alors moi, j'interviens, j'aime bien dire pour les familles. Donc oui, je focalise mes accompagnements, mes soins sur la maman. Mais en fait, le bien-être de la maman va rayonner sur tout son foyer. Donc le bien-être du papa et le bien-être de l'enfant. Après, je peux être là, je suis une oreille, une écoute pour tous les membres de la famille. Donc que ce soit la mère ou le père. Je ne fais pas la différence. Tu as parlé des soins vis-à-vis des mamans. Quels soins exactement? Alors, c'est plus des soins bien-être parce que les doulas, elles n'ont pas l'aspect médical, je tiens à le préciser. Donc, c'est des resserrages du bassin pour contenir un peu le corps. On a l'impression de flotter après l'accouchement. Ça va être des bains de pieds. Dans la médecine chinoise, on pense que la température de l'utérus est directement liée à nos pieds, en fait. Donc, réchauffer par les pieds, ça aide aussi avec le rétablissement. Ça va être des massages, de la nourriture nourrissante, ce genre de choses. Est-ce que on parle aussi d'aide à l'allaitement, puisque j'ai cru comprendre que l'allaitement n'est pas si inné que ça chez les femmes? En effet. Alors, c'est pas ma... Comment dire, c'est pas une spécialité que tu as? C'est pas ma spécialité. Là, il faut vraiment se retourner vers donc les sages-femmes ou les conseillères en lactation ou l'association Te Uu o Te Ora. Mais oui, c'est pas quelque chose d'inné. Et il faut pas, c'est mon avis, il faut pas baisser les bras quand on rencontre des difficultés. Il faut pas avoir peur de consulter. C'est pas un échec. Justement, je me tourne vers toi du coup, Pauline. C'est quoi les difficultés que les mamans peuvent avoir quand on parle justement de l'allaitement? Il peut y avoir plusieurs difficultés. Il y a plein de manières en fait d'accompagner les femmes, mais le but, je pense, c'est vraiment d'être présente, d'observer et de donner les conseils les mieux adaptés pour trouver une solution. Mais les difficultés, c'est un bébé qui prend pas bien le sein ou qui ne grossit pas, une maman qui produit peut-être pas assez de lait ou qui a des crevasses. Enfin, il y a les crevasses, c'est quoi les crevasses? C'est des petites blessures qu'il peut y avoir au niveau des seins à cause d'un bébé qui ne tète pas bien ou une mauvaise position. Beaucoup de choses à dire sur l'allaitement aussi. Loana, de ton côté, tout s'est bien passé en termes d'allaitement? Tout s'est bien passé. Après, j'avoue que pour mon premier, j'ai eu la chance d'avoir été accompagnée donc, à l'hôpital de Taoné par les sages-femmes qui passaient régulièrement. Parce que justement, quand c'est la première fois... Ok, tu as l'impression que c'est inné, il arrive à prendre ton sein, mais au final, tu peux pas rester une demi-heure dans une certaine position non plus. Enfin, il y a vraiment des positions qui sont un peu plus physiologiques, qui te permettent aussi de te reposer toi en tant que maman,
parce que bon, être tout le temps assis à tenir son bébé les 3 premiers jours, ça peut pas forcément durer tout le long. Donc, je remercie vraiment les sages-femmes à ce moment-là de m'avoir accompagnée parce que elles ont pu répondre justement à toutes mes inquiétudes, est-ce qu'il respire, etc. Est-ce que je sais bien positionner. Donc, oui, ça a été plus facile par la suite, mais c'est vrai qu'au tout début, et même avoir assisté à certaines séances proposées par Tomohora pour l'information avec des conseillères en lactation, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Ça a été quand même douloureux pour toi, parce qu'on entend beaucoup de témoignages de mamans où ça leur fait vraiment très mal. Alors, sur les premiers jours, ça peut être douloureux parce que justement, l'enfant, il doit retrouver de l'énergie, il doit manger, et il doit stimuler aussi. Et du coup, c'est un peu nécessaire de passer par cette étape-là. Donc, ça peut être un peu douloureux, mais il existe quand même d'autres manières de soulager après, de mettre un peu de lait, une compresse froide, etc. Donc ça, franchement, on te donne tous ces conseils-là pendant la préparation à l'accouchement ou au moment où tu accouches. Donc, il y a toujours des petits tips qui peuvent servir. Moi, personnellement, j'avais utilisé des petites coquilles, des coquillages, en fait, qui permettent justement au téton de pouvoir récupérer. Et après, de fil en aiguille, le corps s'en remet et ça devient beaucoup plus facile. Ce qui avait été aussi efficace, c'était que mes 2 enfants, je les avais fait voir un ostéopathe 2-3 jours, dans la semaine qui a suivi l'accouchement, parce que dépendamment de la manière dont l'accouchement a été fait, il y a certaines pressions qui peuvent être faites au niveau du crâne de l'enfant et qui peuvent impacter justement la manière dont il va... La succion du sein. C'est ça. Donc, c'est vrai que mon premier, j'ai vu cette différence-là avant, après l'ostéo. Et du coup, en fait, c'est vraiment quelque chose que je recommanderais aux nouvelles mamans, de passer par un ostéopathe pour vraiment vérifier la santé de l'enfant au niveau de son crâne, etc. Parce que parfois, certains pleurs des enfants est lié aussi à cette pression qu'ils ont. Donc voilà, ça peut être que bénéfique au début. Par rapport à ce que tu viens de dire, Loana, est-ce qu'on a d'autres petits tips? Je prends des notes pour moi plus tard. Pauline, par exemple, tirer le lait, ça peut être une solution? Ça peut être une solution, en effet, pour aider à mettre en place un allaitement, un bébé qui a du mal à téter, de tirer le lait avec un tire-lait électrique ou alors un tire-lait manuel pour aider bébé et maman, ouais. Et il y a d'autres techniques que je ne connaissais pas, des bouts de sein en silicone, c'est quoi exactement? Alors, ce sont des petits dispositifs médicaux en silicone, transparents, qui se posent sur le sein, qui ont la forme d'un téton et qui aident surtout pour les femmes qui ont des seins avec des petits tétons ou des tétons qui ne sortent pas, qui rendent la prise du sein difficile pour le bébé. Je suppose que ça doit, Morgane, mener à des pressions autour de l'allaitement, des mamans qui doivent se sentir mal, culpabiliser parce qu'elles n'y arrivent pas forcément, alors que non, il ne faut pas culpabiliser. Oui, ça c'est vraiment important. Faut vraiment pas se mettre la pression. Il y a 1000 façons d'alimenter son bébé. Ce qui est important, c'est de trouver la bonne manière qui va correspondre à son bébé, à soi, à son organisation familiale. Et de ne pas hésiter à poser des questions aux sages-femmes, aux professionnels, aux gynécologues, de savoir si le bébé il prend pas bien le sein, comment on peut faire d'autre, mais il faut surtout pas se mettre la pression, effectivement. Toujours dans les petits tips qu'on peut avoir, une difficulté que le couple peut avoir, c'est le sommeil. Beverly, est-ce qu'on a des petits conseils? Parce que ça devient rapidement compliqué pour un couple qui ne l'a jamais vécu. Effectivement. Alors, on connaît tous la phrase « dormir quand bébé dort ». Moi, je crois que c'est pas possible, clairement. Donc déjà, déculpabiliser par rapport à ça. Il y a plusieurs façons de se reposer quand bébé dort. Déjà, ne serait-ce que de rester en position allongée et lire un livre ou... Voilà, pas forcément dormir si on n'a pas l'envie directement, mais déjà ça. Et puis, essayer de se coucher plus tôt. On a tendance à vouloir rattraper le temps personnel. Une fois que bébé est couché, on se dit « Ok, maintenant, c'est mon moment pour moi ». On va être sur les réseaux, doom scrolling pendant des heures. Et dans ce cas-là, c'est mieux de garder ça pour plus tard, se coucher tôt,
éviter les réseaux sociaux, à vrai dire. Hein. Ça peut être pas mal dans les premières semaines. Être aidé de papa aussi. Ouais, carrément. Pas que de papa, hein, de tout l'entourage qu'on peut avoir. Ici, on a la chance, on est beaucoup aidé par les matahiapo, par les grands-parents. Mais ça peut être des amis, ça peut être des doulas, ça peut être des professionnels quand on n'a pas la famille sur place. Il y a des structures qui sont là pour aider. Pauline, si ce n'est pas bien accompagné, ça peut mener à la dépression postpartum. Non, il y a vraiment aucun lien, il n'y a pas forcément de cause précise pour la dépression postpartum. C'est ça, il n'y a pas vraiment de cause précise pour dire « Ah, s'il y a ça, je vais faire une dépression du postpartum », mais l'accompagnement aide beaucoup. La réassurance, l'aide à devenir parent, que ce soit du côté de maman, mais aussi des papas. Parce que la dépression du postpartum existe chez les pères, chez les hommes. Et le plus important, c'est vraiment de la diagnostiquer et de l'accompagner au mieux et de trouver ce qui correspond le mieux au couple et à la personne. Ça me paraît complexe puisqu'il y a une forme de tabou, Morgane, autour de ce postpartum, j'ai l'impression. Bah oui, il y a une forme de tabou puisque normalement, quand on vient d'avoir un bébé, on est censé être heureux, on est censé avoir le sourire, pouvoir recevoir des gens chez nous, avoir fait des petits plats pour tout le monde. Voilà. Alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Le postpartum, c'est un vrai travail. Hein. Tout à l'heure, on disait le sommeil. Oui, quand bébé dort, en fait, il faut soi-même se reposer. Il faut pas avoir à gérer une maison, du ménage, de la cuisine. Théoriquement, la maman qui vient d'avoir un bébé, elle devrait pouvoir se consacrer totalement ou quasi totalement à son bébé pour pouvoir se reposer quand effectivement il dort et prendre soin d'elle. Donc, on parle de repos, d'accompagnement, mais ça passe par quoi d'autre, le fait de soigner le postpartum? La dépression postpartum, pardon, alors, ne pas confondre. Si on fait une dépression du postpartum, déjà c'est important de le repérer. C'est-à-dire c'est très bien qu'on en parle aujourd'hui pour que tout le monde sache que ça existe, que c'est très fréquent et que c'est pas grave. Ça peut être très grave, mais dans un premier temps c'est pas grave. L'essentiel c'est de repérer. Donc les signes qu'il faut repérer, c'est justement les difficultés de sommeil. Le fait de ne pas réussir à dormir alors même qu'on est fatigué, les angoisses importantes, l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas suffisamment une bonne maman pour ce bébé, qu'on ne va pas pouvoir lui apporter tout ce dont il a besoin. Voilà. Quand on a des inquiétudes comme ça, des angoisses, qu'on n'arrive pas à être rassuré par son entourage, là il faut s'inquiéter et puis surtout en parler autour de soi, d'abord à son entourage proche et puis si possible à des professionnels. Donc les mieux placés sont quand même les sages-femmes qui sont très présentes dans les premières semaines qui suivent l'accouchement, mais ça peut aussi être des psychologues à la CPI. Voilà. C'est quoi les conséquences que peuvent apporter la dépression postpartum, Pauline? Les conséquences, ça va plutôt être par rapport au bébé. La relation entre le bébé et la maman. Entre maman et bébé. Je dirais qu'il y a deux types de patientes, de femmes. Il y a les femmes qui vont faire une dépression du postpartum et qui vont rejeter leur bébé. Elles n'ont pas envie de l'allaiter, elles n'ont pas envie de changer une couche. Même faire un câlin, c'est quelque chose qui leur demande beaucoup d'efforts. Ou alors, au contraire, aussi des femmes qui sont trop sur leur bébé, personne ne peut les toucher. Ça aussi, ça peut être des signes qui peuvent appuyer une dépression du postpartum. Chez les hommes, c'est plus la fuite, je dirais. Un homme qui a toujours mieux à faire que d'être à la maison. Ah, j'ai du travail, il faut que j'aille au sport, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça peut être des signes assez représentatifs. Donc finalement, Beverly, c'est l'accompagnement, même si l'accompagnement seul ne soignera pas forcément la dépression postpartum, l'accompagnement peut aider à mieux vivre ce moment. Je pense que se sentir justement pas seul, savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour écouter quand ça va pas, ou juste se rassurer qu'on fait du bon travail, ça peut faire la différence, oui. Loana, je suppose qu'en tant que maman qui a vécu un baby blues, l'accompagnement, encore une fois, comme elle vient de le dire, c'est super important. C'est très important et surtout, on n'en parle pas assez, mais avec le partenaire avec qui on a un enfant, c'est
c'est primordial d'avoir des discussions avant l'arrivée de l'enfant aussi, parce que on sous-estime justement à quel point on va être fatigué, à quel point on va être pris par cette nouvelle vie, et parfois on n'a plus forcément la même relation avec son partenaire ou avec ses parents, mais surtout le partenaire, parce qu'il sera là quasiment 24 heures sur 24 à la maison. Et là, moi je l'ai appris un peu à mes dépens, et puis il y a besoin d'avoir cette communication avec lui pour voir comment on va organiser le sommeil, comment on va organiser les gardes, etc. Et surtout se dire que pendant cette période-là, c'est normal si la maman elle va péter un câble à un moment donné, le papa aussi, et que c'est pas forcément un signe ou qui va dire que la relation n'est pas censée continuer. Là où je veux en venir, c'est que il y a énormément de jeunes parents maintenant qui vont se séparer dans les 2 ans après l'accouchement. L'arrivée d'un enfant. Pourquoi ? Parce que justement, ils n'ont pas forcément été préparés à tout ça. Au jour d'aujourd'hui, on a énormément de pression au travail, dans la vie familiale, dans la vie personnelle. On a beaucoup d'attentes aussi par rapport aux mères, d'être une mère parfaite, d'être une conjointe parfaite, d'être à 100% à son travail. Et là, en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout être. On peut être tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas le faire tout à la fois. Donc c'est vraiment important de discuter de ça avec son conjoint avant d'avoir un enfant en fait. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'être accompagné. Justement, on vous met le lien de la maison de naissance Tahiti.com, donc pour pouvoir vous renseigner auprès par exemple de l'association Tumuora, représentée aujourd'hui par Pauline, et votre Facebook bien sûr, association maison de naissance Tumuora. Merci beaucoup mesdames d'avoir parlé du postpartum aujourd'hui. Merci. J'espère que l'émission vous sera utile si vous êtes dans cette situation, que vous allez bientôt avoir un enfant, je ne sais pas. En tout cas, très bonne soirée à vous. Maururu itotatu faririra trahuma parhiana.